Merci à Gérard qui vient de sortir. Gérard m'a beaucoup appris sur l'hôpital public, hein, donc je voulais le remercier. Je l'ai déjà fait. C'est vrai qu'à son contact, j'ai pu comprendre, avec toute son expérience de l'hôpital public, un peu à la fois la force, la diversité et puis la complexité et du système. Ça m'a beaucoup enrichi dans ma réflexion universitaire. Et le débat d'aujourd'hui, qui est très intéressant, en fait, hein, c'est d'essayer de construire une relation ville-hôpital nouvelle, innovante, rénovée, ambitieuse, avec un objectif qu'il ne faut jamais perdre de vue, et je pense que vous l'avez certainement toujours en point de mire, c'est qu'on fait tout ça pas pour nous, pas pour l'hôpital, pas pour la FHF, et pas pour nos établissements, mais on doit toujours se dire, je t'ai remercié Gérard, tu n'étais pas là, donc voilà, j'ai dit que tu m'as appris plein de choses sur l'hôpital public et que ça m'a imprégné de beaucoup de choses, hein. Je voulais te dire merci pour l'invitation, mais aussi pour tout ce que tu m'as appris. Donc la nouvelle relation qu'on doit construire, elle doit être vraiment innovante, ambitieuse, avec un objectif qui est clairement celui du patient et demain du citoyen. Parce que quand on est dans une vision innovante ville-hôpital, le soin est une chose, le soin dans les lits, puis le virage ambulatoire, et puis à terme, la révolution, la métamorphose de la prévention. Enfin, à terme, la médecine, souvent on utilise cet aphorisme-là, la médecine 4P. Moi, je rajoute 6P parce que je pense que c'est au-delà de 4P, mais on y reviendra. Mais dans les premiers P des 6P, il y a bien prédictif, personnalisé, participatif et préventif, hein. Donc clairement, si on veut un jour donner du bien-être à nos citoyens et éviter l'apparition des maladies, ce qui est finalement le Graal, hein, en médecine, c'est d'éviter que ça apparaisse, au fond, hein, avec un impact médico-économique pour le système de santé. Imaginez que si plus aucune maladie n'apparaissait, on n'aurait plus de problème d'organisation de soins. Enfin, j'exagère un peu, hein, mais c'est un peu l'idée qu'on pourrait développer. Évidemment, la relation ville-hôpital, dans ce contexte, elle est fondamentale. Parce que le malade, quand il arrive aujourd'hui chez nous, c'est trop tard, il est malade. Donc l'idée de construire une relation ville-hôpital, au-delà de simplement de l'organisation rationnelle des choses, c'est aussi dans une vision très futuriste, enfin futuriste, ça ne devrait pas l'être, hein, d'aujourd'hui de la médecine 4P, 6P, qui doit être une médecine préventive. Sans le lien ville-hôpital, ben, on ne touchera pas le citoyen, le patient, et il faut aller il faut qu'on ouvre les portes pour aller vers le citoyen, vers le patient et le citoyen. Donc déjà, conceptuellement, c'est très important. Après, comme j'ai un quart d'heure à peu près, j'avais deux volets que j'avais un peu préparés en réfléchissant à la question. Un premier volet, peut-être qu'on ne va pas détailler, mais je voulais quand même le partager avec vous, c'est quand même le constat de ce qui ne va pas. Pourquoi ça ne marche pas? Enfin, objectivement, voilà, il y en a qui sont encore mieux placés, tu es encore mieux placé que moi, parce que tu l'as vécu dans ta chair en vrai, et puis d'autres, vous le vivez, et ça ne marche pas suffisamment bien. Pas dire que ça n'existe pas, il y a évidemment il y a des tas d'expériences, il y a des tas de choses, mais globalement, ça ne marche pas suffisamment bien. Donc le constat qu'on partage certainement, pourquoi ça ne va pas? Moi, j'ai identifié 4 éléments qui sont assez simples. Le premier élément, il est un peu comportemental, sociologique, hein. Il y a un vrai problème. Moi, j'ai appelé ça le syndrome CPO. J'ai essayé d'inventer un petit jeu médical. Le syndrome CPO, c'est en fait, moi je suis frappé par les clivages innombrables qu'on observe dans la communauté des soignants au sens large. C'est extrêmement frappant quand on prend des responsabilités nationales. Ça apparaît encore plus, hein, parce qu'on est confronté violemment à ces clivages-là qui deviennent un peu lobbyistes, hein. Et ces clivages-là, c'est quand même dingue quand on se met à la place du citoyen ou du patient, ce qu'on peut être, hein, potentiellement évidemment, de regarder le monde de la santé, le monde médical, et le regarder de loin et ne rien comprendre. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi le généraliste n'aime pas le spécialiste n'aime pas le généraliste, le CHU n'aime pas le CH ou les CH n'aiment pas le CHU, l'hôpital privé n'aime pas l'hôpital public, enfin, j'en passe et des meilleurs, mais on a d'innombrables clivages et qui mènent en fait à un comportement clivant, agressif parfois et bloquant, hein, parce qu'une fois que le système est bloqué, c'est difficile de s'en sortir. Évidemment, le clivage mène à des postures, CPO, le P est la posture liée à ces clivages-là, qui ne facilitent pas les débats. Et le troisième élément qui me frappe, mais ce n'est pas nouveau, et c'est probablement lié à une vision de notre société, j'y reviendrai dans les mesures, enfin en tout cas les idées qu'on pourrait défendre, c'est le haut d'opportunisme en fait, hein. Clairement, très souvent,
et c'est une autocritique hein, pour le système universitaire aussi, c'est qu'on préfère voir l'intérêt de son modèle, de son système, par opportunisme, pour faire vivre son système, sa petite baronnerie, sans avoir de vision de l'intérêt général. On n'a pas la vision de l'intérêt général, et au fond, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, la vision de la relation ville-hôpital, c'est pour le patient et le citoyen un jour. Donc il faut toujours, enfin il me semble, essayer quand ça ne va pas, quand on est vexé, quand on est fâché, quand on a de se dire oui, ok, ça me vexe, ça m'embête, mais c'est quoi l'intérêt général du système? Qu'est-ce que je pourrais finalement lâcher, ajuster pour que ça fonctionne mieux? Donc ce syndrome CPO qu'on a tous vécu, plus ou moins violemment, il est franchement bloquant. En tout cas, c'est des grains de sable dans le dispositif, hein, indiscutablement. Le deuxième point, j'y passerai assez vite, mais j'ai des propositions. C'est une collaboration largement insuffisante, une culture insuffisante de la collaboration. Clairement, on n'a pas, c'est pas dans l'ADN des soignants. Ça marche, on l'a dit, on l'a répété 1000 fois. On essaie de trouver des solutions, mais il n'y a pas de vision collaborative en fait. Hein, il n'y a pas d'ADN de la collaboration. On travaille en silo, on travaille dans sa corporation, mais on a beaucoup de mal à collaborer. Ça, on le sait bien. Et d'ailleurs, même au sein des établissements, des difficultés collaboratives, on en a. Hein, au sein des disciplines, avec la direction, les directions, enfin, il faut y mettre beaucoup d'énergie pour que ça fonctionne. Troisièmement, c'est l'organisation. Et là, il y a eu un effort de réflexion majeur qui a été mené dans Ma Santé 2022. Alors, il y a bien sûr, tout n'est pas abouti, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire. Mais on a une organisation trop dispersée, en fait. Hein. On a du mal à savoir qui fait quoi. En gros, pour schématiser ma pensée, c'est on parle du parcours patient depuis très longtemps. On a aujourd'hui une difficulté concrète à modéliser le parcours patient. En fait, c'est quoi l'organisation idéale? Qui fait quoi? Où? À quel moment? On a quand même beaucoup de mal encore à le mettre en place concrètement, même s'il y a évidemment quelques expériences. Et puis, dernier point qui est assez techno au sens technique, c'est que c'est peut-être dommage qu'on n'utilise pas plus tous les outils que le digital, que le numérique, que la nouvelle technologie met à disposition pour créer du lien ville-hôpital. Alors évidemment, le débat s'est focalisé sur la télémédecine, mais il n'y a pas que la télémédecine et le DMP. Il y a plein d'autres moyens de collaboration, de communication, de transmission d'informations et de management potentiellement par des nouveaux outils. D'autres le font bien mieux que nous, alors qu'ils ont un système de soins bien moins sophistiqué. Ils le font. Et clairement, on a un retard sur ce sujet-là. De ces 4 constats, pour qu'il y ait un peu de temps de débat, j'en ai tiré 10 propositions, en fait, hein, dont certaines se tiennent. Je ne vais pas les détailler, mais on peut les débattre parce que j'essaie de densifier le débat, de faire des vraies propositions, d'essayer d'apporter en fait une contribution qu'on peut éventuellement, dans un deuxième temps, discuter point par point. Le premier point, pour moi, il débouche des constats qu'on a faits, c'est qu'on pourrait, et l'université est là pour ça, porter peut-être une nouvelle vision sociétale. Alors c'est un peu bateau ce que je vais vous dire, mais c'est bateau, mais malgré tout, il faut le dire. Une vision de notre société qui est peut-être un peu différente. Aujourd'hui, notre monde de la santé, il vit quand même sur un modèle, quoi qu'on dise, c'est un modèle qui est quand même très productivité-compétition. Forcément, ça inclut des relations et ça induit des relations un peu particulières. Si par l'esprit des chercheurs, l'esprit universitaire, mais toujours facile, mais l'esprit d'université plus ouvert, peut-être plus ouvert à discuter, à collaborer, à échanger, à partager, si on pouvait avoir une vision du monde par l'université, une vision plus bienveillante, plus collaborative, une vision sociétale qui n'est pas fondée que sur la productivité et la compétitivité, parce que je crois que sociologiquement, c'est quelque chose qui pèse sur nos sociétés. Pas que la nôtre, hein, pas que en France, mais vivre là-dedans, c'est forcément un peu compliqué. Et de fait, endogamiquement, on crée des outils qui contribuent à ce système, de fait, parce qu'on reproduit toujours, finalement, le système qui nous a nous-mêmes produit. C'est tout le problème. Mais si on n'arrive pas à un moment donné à sortir c'est de la sociologie que je fais là, de cette vision sociologique de cette société qui, quand même, est un peu en apoptose, quoi qu'on dise. Hein. Enfin, on peut le prendre dans tous les sens, même en étant très positif, on ne peut pas dire que tout va bien. Donc il y a vraiment peut-être une réflexion sociologique à mener, pas nous seuls, mais avec d'autres. C'est un peu l'esprit que je veux pour les États généraux
Je vous invite d'ailleurs tous aux États généraux de la formation et de la recherche à Caen. C'est le fil rouge, en fait, hein, un peu de. Alors il est pas très soin, il est très formation, recherche et vision sociologique des besoins de demain. Mais je pense que c'est important de partager ça et d'essayer de trouver des solutions et puis de planter des petites graines, hein, en fait. Hein. Moi, je crois beaucoup à ça. Si demain, vous allez convaincre votre voisin, votre cousin, et que chacun, chaque semaine, on arrive à convaincre quelqu'un qu'il faut prendre un virage différent, peut-être que le monde peut un peu changer. Je ne détaille pas plus, mais je pense que c'est très... En tout cas, ça me tient à cœur, et je ne vais pas plus détailler, mais ça me tient beaucoup à cœur. La deuxième chose, beaucoup plus simple, il faut qu'on arrive à construire ensemble, et ça, vous le savez, vous êtes les premiers à le dire, je crois, une culture nouvelle du management de la collaboration. Alors, ça peut, et ça peut pas, ça doit s'initier déjà à l'université, très clairement. Si on arrive déjà en formation initiale, très tôt, à faire qu'un médecin il soit capable de discuter avec une aide-soignante, une infirmière, un kiné, etc., je pense qu'il y aura un vrai progrès. Et il faut passer non pas pas seulement au pluriprofessionnel. Le service sanitaire sert à ça, il y a un certain nombre d'enseignements qui servent à ça, mais on peut aller plus loin, construire une vraie culture de formation. Je prends un exemple qui me tenait à cœur, qu'on a mis en place à Strasbourg, un parcours mixte Sciences Po médecine, où il y a des Sciences Po et des médecins qui viennent, dans une formation, un parcours master M1, M2, se former ensemble. Ça m'a tellement passionné que je me suis dit, alors je ne sais pas si je le ferai, mais je crois que j'ai déjà dit à Gérard qu'à l'issue de ma présidence l'an prochain, moi j'aimerais bien m'inscrire à Sciences Po pendant 1 an ou 2, essayer en partant de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, revenir dans ce sens-là, simplement par curiosité intellectuelle et voir, voilà, je réfléchis un petit peu, je ne sais pas si je le ferai, mais en tout cas, ça m'intéresserait. Troisième élément, troisième proposition, et Cécile l'a déjà annoncé, mais c'est fondamental, c'est que l'université, par sa capacité à former, notamment dans les territoires en ambulatoire, et le virage a été pris, hein, clairement, aujourd'hui, juste un chiffre, on a formé 10 000 MSU de médecine générale en France. Et on a formé un peu beaucoup moins, pas suffisamment, on a formé déjà des MSU d'autres disciplines. Donc simplement cette ouverture de l'université qui forme dans les territoires, pour les territoires, et je ne détaille pas, dans les initiatives territoires, c'est un vrai plus. Une enquête récente qui n'est pas diffusée à ma connaissance de l'ISNI, je ne sais pas si c'est diffusé, Cécile, Antoine, il nous l'a envoyé, mais je ne sais pas s'il l'a diffusé. Il a prévu de faire un Grenelle des initiatives territoires le 22 novembre pour présenter ces initiatives territoires dans une grande enquête nationale qu'il a menée dans les départements, montre qu'il y a plein de pépites, de petites choses, mais qui ont un vrai effet à partir du moment où la formation est apportée dans les territoires, notamment par les MSU, les stages ambulatoires. Il y a évidemment pas que les médecins. Je pense qu'il y a aussi, dans cette formation ambulatoire dans les territoires, essayer dans les territoires de construire des nouveaux métiers. C'est aussi tout à fait possible. Des métiers de proximité, du soin ou du médico-social. Je pense qu'il y aura un vrai besoin. Et comme garant de la réussite de ces éléments-là, j'y mettrai, j'ai lu ça dans les Échos il n'y a pas longtemps, je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais une forme de réussite de la formation de proximité dans les entreprises, à l'allemande en fait. Hein. La formation professionnelle qu'on avait imaginée dans des écoles un peu hors sol, elle se fait maintenant dans des écoles affiliées à des entreprises ou dans les entreprises, et visiblement, pas un spécialiste du sujet, on a l'impression qu'il y a un boost fantastique sur la formation professionnelle. Donc finalement, les acteurs de terrain qui sont sur le terrain, autant les former sur le terrain, dans les domaines de la santé, du médico-social, etc. Donc je pense que c'est un virage ambulatoire de la formation, on peut l'appeler comme ça, qu'on a déjà amorcé, enfin on est convaincu de ça. Après, il faut évidemment, je ne vais pas reprendre mon syndrome CPO, régler un certain nombre de postures et de clivages, où il faut beaucoup de pédagogie et du temps long pour le régler. Quatrième élément qui est lié au précédent, c'est qu'on peut aussi, par cette démonstration qu'on peut former dans les territoires, c'est-à-dire engager les gens dans une responsabilité de formation, voire les engager dans une responsabilité peut-être demain de chercheurs en territoire, dans les maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires, dans, pourquoi pas, les CPTS à terme, en soins primaires, en soins premiers. On peut imaginer donner une valorisation, un sens à ce métier sur les territoires par la valence universitaire qui est recherche-formation. Et ce n'est pas de l'utopie, hein. Je veux dire, c'est des choses, simplement il faut avoir la volonté, à un moment donné, il faut décoincer un peu le système pour que ça puisse se faire. Moi j'en ai un tout bête, il y a des ARS qui mettent à disposition
des AUMG, des assistants universitaires de médecine générale, dont une des vocations est clairement de faire de la formation et de la recherche dans les territoires. Nous, on en a 2. Je trouve que c'est extrêmement vertueux. Mais on en a que 2. Alors 2, une dizaine, une vingtaine à l'échelle de l'État, c'est pas transformant, mais c'est une expérience. Si elle était, il faudrait simplement l'évaluer, voir un peu ce que ça donne, avoir un retour d'expérience, sans rentrer dans des trucs compliqués. Mais je trouve que c'est une façon très positive d'augmenter l'attractivité dans les territoires et de montrer aux jeunes qui y vont qu'on peut y rester et qu'on peut exercer et ne pas être un sous-soignant ou un sous-médecin. Parce que quelque part, c'est un peu la vision qu'on entend des étudiants. Moi, si je vais m'installer dans un désert, ben voilà, je vais être la dernière roue du carrosse du système, je vais ramer au fond de la galère. En plus, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de machin. Enfin, il y a quand même une réflexion globale sur les territoires et en donnant du sens à ces missions. Cinquièmement, de plus en plus simple, et c'est dans ces territoires, il faut donner accès à tous les outils que l'université peut développer. Si vous êtes excentré dans un territoire, il n'est pas question que vous n'ayez pas accès. Je prends des exemples précis dans le domaine de la formation, je ne vais pas le décliner dans le domaine de la recherche, mais nos grandes plateformes de simulation, d'apprentissage en FI ou en FC, en formation initiale ou continue, par la simulation, au sens noble. Le terme simulation, il n'est pas génial. Hein. J'ai toujours trouvé que c'était un peu... on n'a jamais vraiment trouvé mieux, mais c'est un peu moche, hein, parce que simuler, ça a une connotation en langue française qui est un peu bizarre, mais on simule... c'est pas bien de simuler, en fait. Hein. Donc on simule pas, on apprend pas sur le malade. Quoi. Mais ces plateformes de simulation qui ont pris une ampleur incroyable, j'en ai visité quelques-unes, celle de Lille, celle d'Amiens, récemment. Pas encore, j'ai pas pu, hein, mais je viendrai volontiers, si tu m'invites, je viendrai voir. Mais il y a quelques très très belles plateformes. La nôtre, on l'a développée à moyens constants, quasiment 2000 mètres carrés. Enfin, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Mais il faut que ces outils soient mis à disposition aussi de la ville, en fait, que les soignants en ville, dans les territoires, puissent bénéficier de ces outils de formation en formation continue ou en formation initiale, dans une vision pluriprofessionnelle, parce que c'est aussi l'objectif, hein, de les ouvrir à tous les professionnels de santé. Le point suivant, et qui est lié aux plateformes, c'est développer, je l'ai déjà dit, et c'est assez simple, savoir utiliser les outils du numérique et du digital pour décloisonner la ville et l'hôpital et créer des collaborations. On l'a dit, je ne le reprends pas, il y a le DMP, il y a la télémédecine, mais il y a des RCP, entre guillemets, par visio, il y a des tas de choses qu'on fait. Alors, très étonnamment, dans beaucoup de disciplines, on le fait avec la Réunion, avec Nouméa, avec Tahiti ou avec Saint-Denis, et ça marche parfaitement bien, et on n'arrive pas à le faire avec un territoire de proximité. C'est un peu bizarre, hein, et il y a des choses un peu paradoxales comme ça. Mais clairement, ce point-là, qui est le développement et l'utilisation de ces outils numériques, là aussi, l'université doit prendre sa responsabilité, et c'est ça que je voulais faire passer par ce message-là, et on commence à le faire avec la FHF d'ailleurs. On doit, dès le premier cycle, apprendre à nos soignants, médecins et les autres à intégrer dans leur vision et dans leur pratique collaborative ces outils. Donc c'est très important d'emblée de planter la graine. S'ils sortent avec une formation classique et à l'issue vous dites « Ah mais oui, mais il y a le digital et le numérique », comme c'est le cas aujourd'hui, le temps d'appropriation est trop long. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à construire ça dans la formation initiale. Et on a fait un très beau travail avec Enguerrand, avec le fonds de dotation. On a construit, il vient le présenter la semaine prochaine, des modules de formation partagés pour toutes les UFR en formation initiale, premier cycle, deuxième cycle, pour l'instant pour la médecine, d'apprentissage de l'intérêt d'utilisation des outils digitaux et numériques. Donc c'est assez dense, hein, c'est un sacré programme, peut-être trop dense d'ailleurs, parce que je ne sais pas comment on va le caser dans la réforme, il y a peut-être trop de choses, mais en tout cas c'est un magnifique outil qu'on a construit ensemble, qu'on va partager, et je pense que là on va gagner un cran parce qu'on va former d'emblée nos médecins et nos soignants, mais ça ne portera ses fruits, il ne faut pas l'oublier, toujours que dans une petite dizaine d'années, on est dans du temps long. Hein. Pour la formation initiale, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on en cueillera les fruits dans une dizaine d'années. Alors, c'est pas pour ça, c'est pas parce que c'est du temps long qu'il faut rien faire. Sinon, si l'on n'était calé que sur le temps politique et du temps court, on ferait rien ou des choses qui n'ont pas forcément toujours un sens au long cours. Dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est la formation continue. Alors, évidemment, aujourd'hui, l'université n'a qu'un strapontin tout petit dans la formation continue. On est là aussi, on revient au clivage, aux postures
et aux opportunismes du DPC. Mais aujourd'hui, la formation continue, elle est sanctuarisée par certains, sur certains secteurs. Et quand vous sortez de... Moi, c'est un truc qui m'a toujours frappé. Le jour où l'étudiant sort de l'université de son 3e cycle, il est capté par le monde professionnel qui va, à ce moment-là, pour des tas de bonnes et de mauvaises raisons, assurer une formation continue avec parfois un refus, en fait, de relation avec l'université. Voilà, tu es dans un autre monde. L'université, c'était avant. Maintenant, c'est le monde professionnel. L'université n'a pas de place dans la formation continue. Maintenant, tu es en formation professionnelle, dans des officines de formation professionnelle. Je crois qu'on est en train de sortir de cette culture-là grâce au CNP. Plutôt une avancée. En tout cas, la vision des CNP aujourd'hui, qui est un peu all-inclusive, intégrative, intègre la vision d'université, mais il faut que la NDPC fasse un peu la même révolution. En tout cas, nous, l'université, on revendique formellement une part, pas toute la formation continue. Enfin, voilà, je me suis fait agresser déjà en disant, voilà, l'université veut le 4e cycle. Bon, je m'en fous. Hein, voilà, moi, je dis ce que je pense, franchement. Je pense que l'université a une part importante, légitime, et vertueuse dans la formation continue, pour une raison extrêmement simple, c'est que la formation continue, elle permettra de créer du lien entre l'hôpital et la ville, de fait, parce qu'on fera revenir, et ça marche. Moi, j'ai un cycle de formation continue pour mes médecins généralistes en Alsace, ils sont à peu près 2000, j'arrive à en faire venir 600 sur les 2000, sur 2 journées, aux journées médicales de Strasbourg chaque année. Physiquement, donc c'est qu'on peut le faire, c'est qu'il n'y a pas d'opposition réelle à faire ça. Alors c'est une toute petite expérience, mais ça doit se faire et l'université doit prendre sa part, mais il faut que ça se fasse assez rapidement pour qu'on construise cette offre de formation continue. L'avant-dernier point, c'est un point, je pense que Cécile y sera sensible, et qui permet là aussi d'améliorer les relations ville-hôpital, c'est de pouvoir avoir un jour un outil de prédiction de ce que sont les besoins de formation et ce que seront les besoins de soins, non pas 1 an, 2 ans, mais à 10 ans. Donc moi, j'ai une proposition que j'ai faite au cabinet hier à Raymond. Je lui ai dit, c'est l'occasion ou jamais, puisqu'il faut, la loi impose à ce qu'on mesure nos capacités de formation. Enfin, faisons une expérience financée dans une ARS ou 2, en se disant, on fait un vrai projet de recherche d'IA, d'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'IA algorithmique qui permet, en intégrant, je ne vais pas vous détailler mon projet, mais en intégrant 3 ou 4 facteurs. Un, les facteurs populationnels qui bougent. Hein. Je prends vite un exemple pour illustrer ça. Dans la Meuse ou les Ardennes, on sait très bien que pour des raisons de ruralité, urbanité, il y a des zones qui vont se déshabiter totalement. C'est bien ou mal, j'en sais rien, je ne juge pas. Mais les besoins médicaux à 10 ans, ils seront différents parce que cette population, elle a déjà 80 ans de moyenne et il y en aura probablement beaucoup moins dans ces territoires dans une dizaine d'années. Donc il faut qu'on ait une vision territoriale. L'ARS Grand Est a bien travaillé, je trouve, sur ces sujets-là. Ils ont une vision populationnelle des choses. Je pense que c'est important. 2, la vision évidemment démographique des professionnels de santé, mais pas que des médecins. 3, la capacité de formation des universités. Ça, on sait, on peut le... Pas si simple, mais on peut le faire. Et 4, une vision de ce que sera l'organisation des soins demain. Puisque clairement, aujourd'hui, ce qu'on projette dans 10 ans, et quand nous, on nous dit il faut former plein de médecins, sauf que dans 10 ans, moi, j'ai besoin de savoir où on va les mettre, j'ai besoin de qui on a besoin. Est-ce qu'on a encore besoin d'autant de radiologues dans 10 à 15 ans? J'en sais rien. Je ne sais pas. En gros, c'est pas que je dis que je pense qu'il ne faut pas de radiologue. Je suis humble, je dis je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas mesurer. Et comment est-ce qu'on agira, on interfacera dans une vision collaborative moderne avec les professionnels de santé, les IPA, les coordinateurs, voilà, et tout ça. Et il faut que dans l'algorithme, alors c'est subtil, hein, moi je propose qu'on fasse une task force dans une ARS avec des gens de santé pub, des soignants, des collectivités, des biomates, des biostats, avoir une task force qui permet de créer par une réflexion IA, par des big data, un algorithme qui permet de prédire ce que seront les besoins de soins et donc de formation, plutôt que de le faire au doigt mouillé en disant voilà, là j'aurais besoin peut-être de 2 pneumologues parce qu'il y a 2 vieux pneumologues dans un CH. Parce qu'en gros, c'est un peu comme ça qu'on fait aujourd'hui et on ne peut plus continuer comme ça dans un pays qui est finalement qui n'est pas la Chine. Hein. Voilà, on est un pays, heureusement, je pense, mais qui n'est pas la Chine, qui a une taille telle et une densité et un réseau et une organisation telle qu'on peut réussir ça. Il y a peu de pays qui peuvent faire ça. On a vraiment tous les ingrédients de la soupe sont là. Mais il faut faire la soupe, quoi. Et il faut qu'on manage ce projet comme un projet de recherche. Je pense que c'est un projet de recherche piloté éventuellement par le ministère ou les ARS et qu'on le fasse expérimentalement. Et si ça marche, on peut le diffuser.
Les deux derniers points, c'est des points consacrés à la recherche par des réseaux de ville-hôpital dans des domaines d'intérêt comme les soins premiers, mais je l'avais déjà dit pour l'attractivité, mais là aussi, il faut passer concrètement à quelque chose qui marche. On a aujourd'hui les MSU qui peuvent être un recours pour les réseaux ville-hôpital en recherche soins premiers. On a les maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires. On a potentiellement la capacité de mettre des CCUMG ou des AUMG, voire des universitaires disciplinaires à terme dans ces dispositifs. On a une réorganisation de proximité qui doit permettre de le faire. Reste après à réfléchir à un sujet qui est compliqué. Discussion hier avec le CNGE, les médecins généralistes là-dessus. Est-ce qu'il faut sanctuariser tu as affronté ces questions-là, Cécile. Sanctuariser les crédits. Enfin, il y a toute une réflexion, vous voyez, sur ça. C'est un débat technique qui mérite débat. D'ailleurs, ils sont très ouverts. Ils sont moins enfermés idéologiquement dans le fait qu'ils veulent leur truc. J'aurais expliqué que ce n'est pas tenable dans une vision internationale de la recherche qui doit d'abord être une recherche de qualité et pas une recherche de lobbying. Donc ça, je pense que tout doucement, ils comprennent. Et tout dernier point, on a un travail avec les industriels à mener dans les territoires ville-hôpital, dans une vision entrepreneuriale plus grande ville-hôpital, parce que c'est par les industriels, dans le monde du digital, du numérique d'aujourd'hui, qu'on pourra peut-être pousser les choses. Je prends un exemple, je l'ai raconté, je ne sais pas si j'ai raconté à Yann ou à Rodolphe ce matin, non c'est à Rodolphe qui est parti, j'ai raconté quand on a visité la Californie, et ça m'a tellement plu que j'ai fait une petite note de synthèse après, parce que j'ai trouvé ça passionnant. Cécile et moi, on y a participé. Il n'y a pas que nous, hein, on part pas en vacances en Californie, mais on était un groupe mené par Emmanuel Godmer, en fait, que vous connaissez pour certains d'entre vous. Et l'originalité est d'avoir associé des universitaires. On n'était pas nombreux, on était 2 avec Olivier, le président de l'université de Nantes. Mais ça a été hyper intéressant de voir comment en Californie, dans les hôpitaux publics et privés, ils incrémentent l'IA, enfin le numérique, le digital et l'IA. Alors, dans les soins, il n'y a rien. Mais par contre, dans l'organisation et dans les moyens qu'ils mettent, c'est gigantesque par rapport à nous. Je prends un exemple, on est allé voir Amazon. Amazon est capable, dans un hôpital de 600 000 lits, de mettre des dizaines d'ingénieurs à disposition pour développer les outils, les modèles, etc. Donc, on a besoin, nous, dans un modèle entrepreneurial aujourd'hui, de décloisonner public-privé et de s'appuyer sur ceux qui savent faire, parce qu'en interne, si on utilise nos moyens propres internes, on va mettre juste 20 ans. Et on n'a pas le temps de mettre 20 ans pour développer ces outils. Et ces outils, bien sûr, contribueront à ce qu'on a dit, à la collaboration. C'est des outils de télémédecine, de RCP, de données partagées. Et in fine, et c'est pour ça que c'est vertueux, des outils de collecte de données en masse pertinentes, de big data, d'entrepôts de données, qui ne doivent pas, à mon avis, se faire évidemment que dans les hôpitaux. Je pense que c'est, à mon avis, une erreur de dimensionnement. Le patient et le citoyen de demain, parce que l'enjeu est là, et c'est bien pour ça que les GAFA ne vont pas vers les malades, mais ils vont vers les citoyens. Si nous, on met 10 ans maintenant à faire des entrepôts de données de patients, dans 10 ans, ce n'est pas ça dont on aura besoin. On aura besoin de données multi-omiques, non pas des malades, mais des gens qui ne sont pas encore malades. Donc, vous voyez, on aura à nouveau 10 ans de retard. Donc, le réseau ville-hôpital, pour tous ces outils-là, à la fois le soin, la formation et la recherche, on a besoin de le développer. Et il faut qu'on arrête et qu'on sorte, la loi récente encore a remis une couche, qu'on arrête cette vision idéologique de couper les ponts en permanence entre l'industrie et l'hôpital et la médecine. C'est une vision idéologique trotskiste d'un autre temps qui n'a plus de sens. C'est une belle histoire, hein, tout ça, mais ça n'a plus de sens dans une société moderne, quoi. Il faut aujourd'hui qu'on collabore tous, quoi. Enfin, ça me paraît important, et notamment pour la partie technique et digitale et numérique, parce que c'est pas l'hôpital public et c'est pas la santé qui fera tout pour ça. On a besoin de ces partenaires-là de façon absolument indispensable. Donc voilà, 10 idées. J'ai essayé d'être le plus bref possible sur ces 10 propositions qu'on pourrait évidemment décliner dans le détail, mais il y a beaucoup de conviction dans ce que je dis, parce que ça fait longtemps que mon père était médecin généraliste, hein, donc je l'ai remplacé pendant des années, donc au moins pendant 5 à 6 ans, donc j'ai fait 2 ans de médecine générale dans ma vie, donc alors c'était il y a 25 ans, bien sûr, mais ça a changé évidemment, mais je suis très sensible à
à l'offre de soins dans les territoires de proximité et au lien ville-hôpital. Et où tu l'as dit, Cécile, d'ailleurs, ne basculons pas dans du... Parce que dans l'idéologie dont on parlait, certains basculeraient volontiers dans du tout ambulatoire, ce qui n'a évidemment pas de sens non plus aujourd'hui. Demain, quand tu n'auras plus de malade, peut-être, mais aujourd'hui, il y a encore des gens à mettre, il y a encore des gens à accueillir pour des raisons diverses, hein, à la fois médicales, mais aussi médico-sociales, et voire sociales. Hein, voire sociales. L'Hôtel-Dieu, au sens noble du terme, ça reste vrai, hein, enfin sans spiritualité, mais ça reste vrai. On a ce nécessité de générosité, de solidarité, et on a besoin de ça. Donc il faut tout faire pour que la relation ville-hôpital s'embellisse, se développe avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup.